devant le grand jury ce dimanche, le premier à avoir déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2019. Ibrahima Sylla est l'invité de Antoine Diouf. Professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et auteur de plusieurs ouvrages, Dr Sylla dira toutes les motivations de sa candidature à cette élection, la présidentielle de 2019, le processus électoral au Sénégal, la Casamance, l'enseignement supérieur, l'actualité sociale, entre autres sujets. Vous pouvez participer à l'émission via le hashtag Grand Jury RFM. Ibrahima Sylla face à Antoine Diouf ce dimanche, 11h-12h, sur la radio de toute l'actualité. Ibrahima Sylla, bonjour. Bonjour Antoine. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un immense plaisir de recevoir le professeur Ibrahima Sylla, docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis depuis 2004, bientôt 15 ans. Auteur de plusieurs ouvrages, et vous vous apprêtez à publier 2 autres. Le premier est intitulé « Les chiffres contre la démocratie, les équivalences controversées de l'arithmétique électorale ». Le deuxième a pour titre interrogatif, « Qu'est-ce que la maturité du peuple ?» Au plan politique, Ibrahima Sylla, vous êtes le premier à avoir déclaré votre candidature à la présidentielle de 2019. Vous êtes membre du Front Fipou, Alternative Citoyenne, un pôle qui regroupe des partis politiques et des indépendants. Au cours de cette émission, vous aurez à répondre aux questions des internautes qui vous ont interpellé sur pas mal de sujets politiques, sujets aussi relatifs à l'enseignement supérieur. Amis auditeurs, vous suivez le grand jury à l'instant et vous pouvez participer à l'émission via les réseaux sociaux, le hashtag Grand Jury RFM, mais aussi via GFM et vous. Au micro, Antoine Diouf, technique Vincent Mamadou Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Ibrahima Sylla, on vous a toujours entendu sur les ondes de radio, on vous a regardé à la télévision et lu vos pensées dans les colonnes des journaux avec une posture d'éclaireur. L'universitaire que vous êtes a décidé de changer de posture peut-être, qui consiste à se lancer dans le champ politique. Et si je ne m'abuse, le premier acte posé, c'est votre déclaration de candidature à la présidentielle de 2019. Est-ce une candidature de prestige ou bien une candidature bien fondée, le sens de votre candidature à la présidentielle de 2019? Bonjour Antoine. Donc avant de commencer, je voudrais vous remercier pour cette invitation qui a une saveur bien particulière. Puisque vous êtes, je pense, l'un des rares, voire le premier à m'inviter sur les ondes d'une radio depuis que j'ai fait cette déclaration de candidature. J'ai eu le sentiment d'avoir en mars dernier. En mars, depuis le 12 mars. Oui. J'ai eu le sentiment d'avoir été blacklisté, d'avoir été écarté des médias, alors que j'étais, j'ose pas dire bon client, mais quand même les médias m'invitaient pour éclairer l'opinion sur un certain nombre de sujets. Et qu'est-ce qui expliquerait cela à votre avis? Je ne sais pas, je me suis posé la question. Vous avez le sentiment de quelqu'un qui dérange? Je sais pas, peut-être que c'est un phénomène nouveau. Je dérangeais en quoi? Il m'invitait pour éclairer sur des questions scientifiques relatives aux élections. Et je me suis rendu compte que ces médias qui m'invitaient du jour au lendemain ont trouvé peut-être pas intéressant ou peut-être risqué pour eux. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est pas lié au changement de posture. Peut-être aussi. D'éclaireur à acteur politique aujourd'hui. Oui, c'est certainement lié à cela. Mais ça, j'y reviendrai. Pourquoi avoir changé de posture? Mais je pense que quand un universitaire s'engage en politique et déclare sa candidature, la première candidature à l'élection présidentielle de 2019, sans une prétention démesurée, je pense que ça a mérité quelques éclaircissements. J'aurais pu me demander, mais pourquoi vous vous engagez en politique? Pourquoi vous sortez de votre neutralité ou de cette distance que vous aviez toujours observée par rapport à la vie politique? Qu'est-ce qui explique cela? Mais j'ai eu le sentiment d'avoir été blacklisté et donc voilà. Donc je vous remercie parce que cette invitation a une saveur bien particulière. On est là pour tout le monde. Voilà. Alors, par rapport à votre candidature, je disais tout à l'heure, est-ce une candidature de prestige? Dites-nous le bien fondé de votre candidature. Je ne sais pas ce que vous appelez une candidature de prestige. On se présente pour se présenter tout en sachant qu'on ne va pas gagner. Non.
Non, je vais expliquer, je vais remonter sur les motivations et les raisons qui m'ont animé et qui m'ont poussé à présenter cette candidature, qui a évolué, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi avoir voulu entrer en politique, m'engager? J'ai eu le sentiment pendant des années, après avoir passé 10 ans d'études en sciences politiques, après consacré par l'obtention d'un doctorat à l'étranger, j'ai exercé pendant 15 ans à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. J'ai souvent été interpellé par les gens, par les étudiants, par des amis qui nous disaient mais pourquoi vous ne faites pas de la politique? Pourquoi vous ne vous engagez pas? L'engagement, servir son pays ne se limite pas à vouloir étaler des propositions, des idées ou à écrire des ouvrages. Aussi pertinentes soient-elles, aussi belles soient-elles, les idées, les théories ne sont pas suffisantes pour développer un pays. Il faut s'engager. J'ai pris beaucoup de distance. Il est arrivé cette dernière année où j'ai eu une mission d'enseignement, voyage d'études à l'étranger. Je me suis rendu en France. J'ai eu l'opportunité d'exercer, d'enseigner dans une université française en tant que visiteur. Et là, j'ai eu un déclic. Face aux étudiants en France, je me suis dit, mais est-ce que ma place est réellement ici? Est-ce que je ne devrais pas servir davantage mon pays? Vous vous êtes posé cette question? Je me suis posé cette question et quelque part, il y a des amis qui m'ont aidé dans cette réflexion en me disant, Ibrahim, on te l'a toujours dit, il faut s'engager en politique et on compte sur toi. Et ils vous ont aidé à trouver les réponses. Alors, est-ce que vous avez fait une analyse situationnelle? Certainement. On peut en savoir les réelles motivations. Est-ce que vous vous dites quelque part, j'ai envie de travailler plus pour mon pays, mais cette fois-ci en m'engageant totalement en politique et de libérer les amphithéâtres? Mais c'est exactement cela. À un moment, je me dis, mais je suis passionné par la science politique, par les ouvrages, par l'écriture. Mais est-ce que c'est suffisant? Pas suffisant. Qu'est-ce que je fais? D'autant plus que j'ai observé qu'au Sénégal, qu'il y avait une mal-donne, qu'il y avait une certaine manière de faire de la politique qui ne me satisfaisait pas. Et donc, mon engagement part d'une insatisfaction à l'égard des modes de gouvernementalité, de la manière dont le pays est gouverné. Et quelque part, je me suis dit, il y a une responsabilité de l'intellectuel qui ne se limite pas à dispenser des enseignements, qu'il faut à un moment, au-delà même de l'intellectuel, à tout citoyen, il y a cette nécessité de s'investir en politique, d'apporter quelque chose à son pays. Et là, je me suis dit, effectivement, il fallait que je m'engage. Vous vous positionnez en alternative, alors, en d'autres termes. Je me positionne en alternative, d'autant plus que j'observe une scène politique, une arène politique marquée par quoi? Par des acteurs qu'on a vus, qu'on a pratiqués, dont on a les preuves de leur incapacité, voire de leur capacité politique. Il m'est arrivé à un moment où je me suis dit, mais est-ce que je dois me satisfaire? Est-ce que nous devons nous satisfaire de cette classe politique? Je dis pas que tout le monde est mauvais dans cette classe politique-là, mais j'ai eu le sentiment que nous étions dans une certaine répétition, dans un éternel retour du même qui était là, qui s'imposait et qui ne voulait pas que les choses changent dans ce pays. Et si on vous disait que vous étiez prétentieux, excusez du terme? Beaucoup de gens vont certainement le dire. Beaucoup d'universitaires vont le dire, vont dire quel prétentieux. Et quelque part, souvent je réponds à ceux qui me disent pourquoi cette prétention. Je dis, mais vous courez après Macron. J'ai été à sciences politiques avant le président Macron. J'ai un diplôme beaucoup plus supérieur qu'il n'a eu à Sciences Po. Et pourquoi cette prétention? Il y a des gens qui ne sont pas plus diplômés que moi. Il y a des gens qui n'ont pas plus d'expérience que moi. J'ai 15 ans d'expérience à l'université. Pourquoi je ne devrais pas avoir cette prétention pour, en tout cas, chercher à briguer un mandat? Mais telle est la donne aujourd'hui. On va préférer des gens qui sont dans la classe politique, qui ont été nommés à plusieurs reprises, et on pense qu'avec ces gens-là, on va changer la société. Donc moi, j'ai levé mon doigt en disant non, je lance un mouvement, je m'engage, j'ai la prétention, je revendique même la prétention d'incarner la magistrature suprême, parce que je suis un Sénégalais. Très bien. Voilà. Justement, dans la même veine, un ancien étudiant à vous a posé cette question. Comment un politicien comme vous peut ignorer ou pouvait ignorer qu'un indépendant n'aura rien à la présidentielle? Bon, c'est une lecture très fataliste de la donne, de la politique. Un indépendant ne pourra jamais. Qui aurait pu penser qu'un candidat
qui ne se revendique ni de la gauche, ni de la droite pouvait gagner les élections en France? Qui pouvait imaginer qu'un candidat qui n'est ni des démocrates, ni des républicains pouvait gagner les élections en Amérique? Qui pouvait imaginer qu'au Libéria, un ancien footballeur pouvait devenir président de la République? Qui pouvait imaginer qu'au Madagascar, un Didier pouvait effectivement... Je peux démultiplier les exemples. Ça peut se produire au Sénégal? Ça peut totalement se produire au Sénégal et je pense que ça va se produire. Est-ce que les contextes sont les mêmes? Les contextes ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'aujourd'hui, les citoyens sont fatigués d'être fatigués par ces politiciens qui leur promettent monts et merveilles, mais qui ne respectent pas leurs paroles et leurs promesses. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine lucidité qui devrait pousser le peuple sénégalais, les électeurs sénégalais, les citoyens à se dire on a tout essayé avec les partis politiques classiques, on n'a pas obtenu grand-chose de leurs promesses, de leurs engagements. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps de mettre un indépendant, de mettre quelqu'un qui se réclame d'une autre politique, d'une nouvelle alternative, qui n'a pas en tout cas les mains liées par des logiques partisanes, des logiques courtisanes, claniques, ethniques, et que cette personne qui pourrait prétendre à la magistrature suprême pourrait s'inscrire dans une nouvelle dynamique pour mener le pays à bon terme, en tout cas vers des... Justement, Ibrahima Silla, un indépendant à la magistrature suprême du Sénégal, est-ce que c'est maintenant que ça va se produire? Est-ce qu'il ne faudrait pas encore attendre? Vu en tout cas la réalité sénégalaise. Oui, vous soulevez une question que j'aborde tout à l'heure, peut-être on y reviendra, que j'aborde dans l'ouvrage qui va sortir dans une semaine, que j'ai intitulé « Qu'est-ce que la maturité du peuple ?» Parce que si l'on regarde bien notre pays, la trajectoire politique du Sénégal, on nous a toujours objecté toute une série de dénis de notre maturité. Maturité existentielle, déniée avec l'esclavage. Maturité politique avec l'imposition d'un ordre politique venu d'ailleurs. Maturité citoyenne avec le code de l'indigénat, avec une citoyenneté française réservée à certains et déniée à d'autres. Maturité démocratique avec la limitation des partis à 4. Maturité participative, maturité représentative. Aujourd'hui, maturité par rapport à la population, par rapport à l'électorat, par rapport au Sénégal, d'attendre de mettre à la tête du pays quelqu'un d'indépendant. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui, je m'inscris dans une nouvelle dynamique. Je ne dis pas que peut-être que je vais être totalement le candidat, parce qu'aujourd'hui je m'inscris dans cette nouvelle alternative. Voilà, peut-être on y reviendra. Oui, il y a ceux qui pensent que vous êtes en train de vous positionner au plan politique pour peut-être mieux négocier. Je sais pas trop quelle est votre réponse. Je m'engage ici solennellement devant le peuple sénégalais pour dire je n'accepterai jamais devant, ils peuvent l'enregistrer, jamais je n'accepterai de travailler avec ce gouvernement actuel. Jamais je n'accepterai. Ils le savent bien et ils m'ont d'ailleurs. Il n'y a pas que le gouvernement actuel. Ça peut être un gouvernement futur. Et même je vous dis, je suis pas obsédé par les postes. Pour moi, j'ai fait l'un des plus beaux métiers du monde. Enseigner, transmettre la connaissance à l'université. Vous pouvez demander aux étudiants. J'aime tellement ce métier de l'enseignement que j'arrive jamais en retard. Je défie n'importe quel étudiant de venir me dire que je suis venu au bout de 15 ans, une seule fois en retard à l'université, à l'amphithéâtre. J'arrive avant les étudiants. Quelquefois, j'en trouve quelques-uns. Je discute avec eux. Et après le cours, je reste 1h à 1h30 à discuter avec les étudiants parce que j'aime ce métier. C'est le métier qu'avait exercé mon père. C'est le métier qui est tellement noble que j'apprécie. Je suis rentré en politique parce que j'ai plus envie de voir des Sénégalais fatigués d'être fatigués par des politiciens qui leur promettent bons et merveilles et qui ne respectent pas leurs paroles. J'ai rêve d'un Sénégal prospère, d'un Sénégal sublime, d'un Sénégal qui va aider sa jeunesse, d'un Sénégal qui va aider ses populations, d'un Sénégal qui ne va plus accepter que des femmes aillent accoucher en charrette, d'un Sénégal qui ne va plus priver les populations de l'eau potable nécessaire pour leur quotidien. Je rêve de ce Sénégal où les hommes politiques ne vont pas devenir des milliardaires abusant de la générosité même. Allez, c'est même pas abuser de la générosité puisqu'ils s'approprient quelque chose qui leur appartient pas. J'ai envie de voir un Sénégal où les jeunes n'ont plus envie de se lancer dans les mers pour aller rejoindre l'Europe pour vivre dans d'autres contrées. J'ai envie de voir un Sénégal où il y a une certaine prospérité qui va attirer les individus, les investisseurs, qui va motiver les jeunes, qui va nous permettre de vivre dignement. Et j'ai entendu cet appel des Sénégalais. Je l'entends tous les jours. Et quelque part, j'ai envie d'apporter une solution. Maintenant, une solution, justement, vous êtes en train d'embrayer sur deux questions d'internautes puisqu'ils font partie de l'émission. Ibrahima Diagne qui vous demande, pouvez-vous nous dire ou décliner les lignes qui vous permettront de conquérir le suffrage des Sénégalais? Il y a Mohamed Bokoum, une fois élu,
Quels seront les actes que vous allez poser pour développer le Sénégal? C'est pour ça, il faut que je précise quelque chose. Oui, allez-y. Aujourd'hui, après avoir déclaré donc ma candidature le 12 mars, j'ai essayé de voyager un peu à l'intérieur du pays. J'ai été à Saint-Louis où j'exerce, à Dakar, à Thiès. J'essaie d'animer des conférences pour sensibiliser les populations, éveiller les consciences. J'essaie d'avoir une lecture assez fine. Et pendant tout ce temps-là, il y avait des initiatives qui étaient prises. Et puis la donne a changé. Vous avez remarqué... C'est quoi la nouvelle donne? La nouvelle donne, c'est le parrainage. Oui. C'est le parrainage qui a changé. On va en parler tout à l'heure. Un étudiant m'a interpellé en me disant, mais vous savez, le pouvoir a peut-être peur de vous, puisque maintenant, depuis que vous avez annoncé, on a sorti le parrainage. Je lui dis, non, vous ne soyez pas, je pense qu'ils l'ont fait pour moi, mais pour d'autres acteurs, parce que c'est totalement antidémocratique et j'y apporte une réflexion à travers l'ouvrage que j'ai intitulé Les chiffres contre la démocratie qui va sortir. Tout ça pour dire que la donne a changé. Quand je présentais ma candidature, il n'y avait pas de loi il n'y avait pas cette loi qui allait être votée. Voilà. Tout cela m'a poussé à réfléchir sur quelle option, sur quelle stratégie adopter pour ne pas affaiblir. Vous êtes dans une phase de réflexion par rapport à ce que vous allez proposer aux Sénégalais comme programme, ou bien c'est déjà fait? C'est déjà fait. Je ne suis plus dans une phase de réflexion. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous comptez développer le Sénégal? C'est pour ça que je dis aujourd'hui, Cette émission est quelque part un cadre idéal, même si on ne peut pas tout dire. Oui, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, j'appartiens à une initiative qui a été mise en place. J'ai intégré un groupe aujourd'hui qui a lancé un appel qui s'appelle, en tout cas, le groupe s'appelle le Front pour une initiative, pour une alternative citoyenne, effacée. Au passage, effacée, nous n'avons pas envie de tuer qui que soit ou d'effacer l'existence de qui que ce soit. Effacée au sens où il faut une nouvelle donne, une autre politique. Mais effacer suppose la capacité, l'humilité des acteurs politiques de pouvoir s'effacer derrière un mouvement, derrière une dynamique. Qu'est-ce qu'on dit dans ce mouvement-là que j'ai intégré? Tout au plus, vous pouvez être candidat à la candidature. Si vous acceptez d'être candidat à la candidature dans le mouvement, sachez d'ores et déjà qu'on peut vous choisir, mais aussi qu'on peut ne pas vous choisir, qu'on peut même choisir un Sénégalais qui est extérieur au mouvement pour diriger cette initiative, pour qu'on puisse avoir un président qui va être élu pour un mandat unique de transition avec un programme de transition qui s'inspire des assises nationales, qui s'inspire des travaux de la CNRI, Commission nationale de réforme des institutions. J'ai dit oui, je signe, j'approuve, je revendique mon appartenance à cette mouvance, à cette dynamique. Et je lance un appel solennel à tous les mouvements éparpillés, dispersés, qui s'affirment de rejoindre ce mouvement pour que nous, en interne, on désigne qui sera notre candidat. Qui a le profit le plus intéressant? Qui a les mains totalement propres pour pouvoir aujourd'hui prétendre à la magistrature suprême? Alors, le meilleur profit, ce n'est pas le plus beau, ce n'est pas le plus diplômé, ce n'est pas le plus... Et quelles sont vos prétentions par rapport à, justement... Moi, je serai le moment venu. On doit choisir. Je serai le votre moment... mouvement, votre front. J'en ai discuté hier puisque j'avais une petite réunion ici avec le mouvement que j'ai mis en place, l'ENEN ak Ñeneen. Oui. D'autres visages du politique pour une autre image de la politique. Et j'en ai discuté pour leur dire, écoutez, on peut faire bande à part et continuer. Nous aurons certainement un mur en face de nous, avec les parrainages, avec tout ce qu'on essaie de nous mettre en face de nous pour nous empêcher d'aller au bout de notre logique. Soit on est dans cette logique solitaire, soit on rejoint une dynamique. Et moi, je leur ai dit, je les ai convaincus sur la nécessité d'intégrer ce mouvement, d'intégrer cette nouvelle dynamique qui s'appelle FIPO Alternative Citoyenne. Et je leur ai dit, moi, j'essaierai de peser par ma voix, par ma volonté, par mon engagement, par mon éthique, par ma probité, par mon honneur dans ce mouvement pour leur dire que je peux incarner ce que vous recherchez. Maintenant, c'est très beau ça. Oui. À eux maintenant de me dire oui, on est bien content de vous, vous êtes bien engagé, mais on est désolé. Il y a peut-être quelqu'un qui a un profit plus intéressant, il sera devant vous. Et si on choisit, et je l'accepterai sans poser aucune question, et non seulement je l'accepterai, mais je militerai, j'écrirai, j'accompagnerai comme il se doit, en toute honnêteté, en tout honneur, avec toute la force qui s'y est, pour que cette personne puisse accéder à la magistrature suprême. Si je suis choisi, parce qu'effectivement, je serai candidat à la candidature, j'aurai les coups de franche, j'aurai tout un appareil, j'aurai toute une machine qui va m'aider à conquérir le pouvoir. Ibrahim Massila, terminé. Tout ça pour dire quoi? Il faut, parce que nous, dans ce que j'ai aimé dans ce FIPO alternative citoyenne, c'est quoi?
on ne choisit pas pour le moment. Vous-même, Antoine Diouf, vous pouvez prétendre à... Parce qu'on ne va pas inverser la donne. Il ne s'agit pas de dire, je suis le candidat, donnez-moi le programme que je vais appliquer. Non, on travaille sur le programme. Dans quelques jours, quelques semaines, vous aurez le programme avec des mesures saillantes. Comment développer le Sénégal? Il y a quelques mesures qu'on est en train de discuter. Moi, j'ai déjà quelques idées. Je peux vous en présenter quelques-unes que je vais suggérer à ce mouvement et que déjà on en parle. On va mettre en place un programme. Par exemple, l'idée phare. Bon, déjà, le mandat unique de transition. Celui qui sera élu fera un mandat unique de transition de 5 ans et il va laisser la place à quelqu'un d'autre. Il va s'engager solennellement. Vous n'allez pas faire comme celui qui a... Oui, mais il va donner des garanties. Oui. Donner des garanties. Moi, si c'est moi, je m'engage, je prête serment, je vais voir tous les religieux qui sont dans ce pays pour le dire, je m'engage. Conseil constitutionnel ou pas. Contre vents et marées, vous respecterez cet engagement. Je respecterai, je vais même aller plus loin. Oui. Puisque je suis musulman, je prendrai le Coran et je vais jurer devant comme Dieu ça se et passe, les hommes. Aux États-Unis. Je vais jurer devant les hommes et devant Dieu et dans d'autres je vais respecter quoi qu'il en soit, le mandat unique de 5 ans. Et tout le monde devrait être dans cette position pour dire qu'on met en place un président de la République qui va restaurer l'état de droit, la démocratie, les institutions, qui va mettre un terme à ces institutions bidons qui existent dans ce pays, qui va supprimer un certain nombre d'institutions, qui va rétablir totalement cet état de droit et démocratique, parce qu'il y a des états de droit non démocratiques. État de droit démocratique qui va assainir l'administration totalement politisée aujourd'hui. Et c'est à travers ce changement-là qu'on va pouvoir apporter des solutions à nos problèmes. Et moi je dis, si c'est moi qui choisis, je vais m'engager, je vais donner toutes les garanties. S'il choisit quelqu'un d'autre, il va aussi essayer de respecter. Puisqu'on n'a pas inversé la donne encore une fois. Qu'est-ce qu'on a fait? On met un programme. Je peux donner un deuxième élément. Et on passe à autre chose. J'ai parlé de mandat unique de transition, le programme unique de transition qui s'inspire des assises nationales, de la CNRI, la suppression de la HCCT, la suppression du Conseil économique et social, la suppression de toutes ces agences totalement inutiles qui ne servent à rien. Voilà la déclaration. On a quand même entendu des gens le dire, qui suppriment, qui font revenir. Abdoulaye Wade l'a fait. Oui, mais c'est pour cela, nous, dans notre programme, comme je dis, à travers ce mouvement-là, tout sera clair et les gens vont s'engager. Il y a des gens, je pense, dans ce mouvement, vous les connaîtrez davantage. Moi, quand j'ai intégré ce FIPO, Alternative citoyenne, effacée, qu'est-ce que j'ai pu constater? Qu'il y avait des gens extrêmement pertinents qui avaient une certaine expérience dans la fonction publique, nationale, internationale, dans les institutions internationales. Des gens issus de tous les milieux, des professeurs, des chefs d'entreprise, des agronomes, des journalistes. Il y avait tout un beau monde. Il y a des journalistes. Il y a des journalistes. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais m'investir dans cette dynamique. On va essayer de voir comment avoir un programme d'abord avant le candidat. Une fois que le programme est bien établi, on choisit le candidat. Et ce candidat qui va être désigné fera un mandat unique de 5 ans pour restaurer tout cela et il va laisser la place à quelqu'un d'autre. Maintenant, comme vous dites, quelle garantie donner? Nous, il y a des gens qui n'ont jamais fait la politique. J'ai retrouvé dans ce cadre-là des gens en qui j'ai confiance parce que je sais que c'est... Maintenant, le problème au Sénégal, c'est ça. Très bien. On a tellement poser des actes malsains, des actes totalement détestables à tel point qu'on est arrivé à croire qu'on est tous pareils dans ce pays. Ibrahim Massila, candidat à la candidature, l'invité du grand jury, professeur de sciences politiques, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est notre invité. Alors, le système de parrainage qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, on en a parlé ces temps-ci, l'opposition a saisi même le Conseil constitutionnel, d'autres opposants ont annoncé la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. Le système de parrainage, il vous fait peur? En tant qu'indépendant, vous vous présentez comme étant indépendant. Ça ne me fait pas peur, mais je pense qu'il y a quelque chose qui relève qui est totalement antidémocratique dans ce choix. Surtout si l'on prend en compte l'argument avancé. Quel est l'argument avancé par ceux qui défendent ce projet? Ils nous disent, c'est pour éviter que les 300 partis au Sénégal, que chacun présente un candidat et que finalement on a 300 candidats. Je dis que rien que sur cet argument, vous devrez laisser de côté ce parrainage. Parce que admettons, allons jusqu'au bout de notre logique, de l'argumentaire. Si on a 300 candidats, à qui l'on réclame 65 000 signatures, ça nous fait 19 500
signatures qu'il faut, parrainage. Arithmétiquement, impossible. Ça veut dire que s'il y a 300 partis qui voudraient présenter pour chaque parti le candidat, impossible. Déjà, c'est un frein. Deuxième problème, imaginez, on peut demander à des signataires aller signer 500 jeunes de l'APR, aller signer pour Sylla, aller signer 500 autres pour Sonko ou pour Dem ou quelqu'un d'autre, et que le moment venu, les mêmes qui ont signé pour Sylla et qui ont signé pour d'autres candidats, on va leur dire, mais on va nous dire, écoutez, ces gens-là ont fraudé, ont signé 2 fois, donc votre liste n'est pas acceptable, vous avez fauté, vous avez fraudé, et quelque part, on va invalider votre candidature. Il y a tellement de paradoxes, dans la loi, contradictions qu'on ne peut pas accepter. Et d'autant plus la manière avec laquelle pourtant, on a voté. des indépendants en 2012 ont accepté cette loi. Le professeur Sarr. Ouais, vous n'êtes pas dans la même logique non, que lui. Je suis pas dans la même logique. Parce que je pense, d'ailleurs, j'en parle dans le livre que je vais sortir, Les chiffres contre la démocratie. Effectivement, ce qui arrive souvent en démocratie. La démocratie, ce n'est pas la dictature de la majorité. C'est l'actuel ministre de la Justice qui le disait quand il n'était pas, il le disait aujourd'hui, il défend la position contraire. Sa position a évolué. Sa position a évolué aujourd'hui. Parce qu'on est majoritaire, on fait voter n'importe quelle loi pour faire passer n'importe quelle loi totalement impopulaire. Et je pense que cela ne contribue pas à consolider la démocratie. Et donc, il faut revenir à cette conception de la démocratie ancrée, basée exclusivement sur les chiffres, sur le parrainage, etc., etc. Oui. Je reste convaincu. Au Sénégal, il n'y a pas jamais eu plus de 14 candidats. On n'aura pas 100 candidats. On n'aura pas 50 candidats. On n'aura peut-être même pas 20 candidats. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'ils veulent rationaliser l'élection, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire le bulletin unique? Tout le monde en parle. Pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils sentent aujourd'hui qu'au Sénégal, ils sont minoritaires et qu'ils risquent de perdre les élections et qu'ils sont dans une logique de dispersion des énergies. Ils vont nous mettre des obstacles pour qu'on essaye de trouver des signatures, 2000 dans cette région. Et puis, voilà, toute une série d'obstacles pour empêcher les gens. Oui. Moi, si on était resté dans l'ancienne loi, j'ai même pas besoin de quitter l'université Gaston Berger et Saint-Louis pour avoir les 12 000 signatures. Vous allez les avoir là-bas. Maintenant, comme je dis, si je suis candidat, aujourd'hui, oui. Cette dynamique-là, aussi, si même je me mets, on va trouver les signatures. Je vous raconte quelques anecdotes. Je sais qu'il y a des étudiants qui ont pris l'initiative d'aller chercher des signatures. Un étudiant m'a dit, monsieur, ne vous déplacez pas, ne vous fatiguez pas. Nous allons chercher les signatures. Notre famille, nos familles et nous allons voter pour vous. Parce que vous connaissez, voilà. Et donc, d'autres à Kaolack, d'autres à Ziguinchor, d'autres à Saint-Louis, les gens, comment dire, de manière spontanée, sont venus, alors, me dire effectivement qu'ils allaient m'aider à avoir ces signatures. Et vous pensez que si vous étiez candidat, vous allez avoir ces 65 000 signatures? Oui, moi je pense que... peut-être 52 000 signatures, selon l'intitulé de la loi. Oui, en tout cas, j'allais tout faire. Si j'étais resté dans cette logique-là, j'allais tout faire pour avoir. Mais comme je ne suis plus dans cette logique solitaire, voilà, de conquête du pouvoir, j'appartiens aujourd'hui à un mouvement, à une coalition qui se met en place. Effectivement. Et donc, si vous êtes candidat, est-ce que cette loi ne risque pas de compromettre votre candidature, comme le dit Modou Fallou Dione? Je suis candidat en dehors de ce mouvement, peut-être. C'est pour ça que je vous dis que tout ça est lié. Puisque j'appartiens à un mouvement, à une coalition qui se met en place, à une alternative, à une initiative. Et dans cette initiative, il y a plusieurs partis qui rejoignent cette initiative actuellement. Il y a des individualités, il y a des mouvements, il y a des partis politiques qui rejoignent. Quand je suis arrivé, j'étais étonné de voir le nombre de mouvements politiques, d'individualités, de gens qui rejoignaient cette dynamique-là. Et moi, je dis, je m'inscris aujourd'hui. Je suis prêt à affronter les éventuels candidats à la candidature pour qu'on essaye de voir. Mais comme je vous l'ai déjà dit, le moment viendra. Et je pense qu'avec cette dynamique-là, on aura peut-être facilement les signatures qu'il faut pour les parrainages. Voilà. Oui, justement, vous avez parlé du nombre de candidatures possibles comme étant l'argument brandi par le pouvoir. Argument peut-être caricatural pour parler de candidature fantôme. Est-ce que vous ne vous sentez pas concerné quand du côté du pouvoir on a qualifié certaines candidatures dans le passé de candidatures fantômes? La vôtre, vous ne craignez pas qu'elle soit classée dans le même ordre? Oui, ce qu'ils appellent les candidatures fantaisistes, fantômes, j'ai envie de demander qu'est-ce qu'une candidature fantôme? Fantaisiste. Oui. C'est quoi? Un professeur d'université qui a fait Sciences Po, 10 ans d'études, qui revient au Sénégal, qui enseigne, expérience professionnelle, 15 ans dans l'enseignement supérieur, qui n'a jamais volé l'argent public, qui est respectueux de l'ordre, qui est respectueux des Sénégalais,
qui prétend du jour au lendemain, parce qu'après avoir fourni beaucoup de réflexions en sciences politiques, avoir fait des publications qui s'élèvent, qui a un passé politique vierge aussi. Qui a un passé politique vierge. Maintenant, quand je dis vierge, sans grade, politiquement parlant. Oui, encore donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut avoir un passé politique lourd pour prétendre lucidement, pour prétendre une légitimité à pouvoir candidater. Tel que je vois les choses se dessiner, j'ai le sentiment qu'on privilégie les politiciens. J'ai le sentiment qu'au sein des médias, il y a ce que j'appelle le parrainage médiatique. Et que c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus mesquin que le parrainage institutionnel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand j'entends certains journalistes parler de candidatures fantômes, je dis, citez des noms et dites-nous en quoi ces candidatures sont fantaisistes. Quelqu'un qui se lève, un journaliste n'a pas le droit de prétendre. Oui, quand même, dans le passé, Ibrahim Massila, on a vu des candidats qui se sont engagés après la présidentielle, qui se sont retrouvés dans des difficultés. Oui. Je citerai pas de nom, mais vous savez comment. Il y en a eu. Dernière présidentielle, il y en a eu 14. Sur les 14, on a vu, effectivement, certains dans le passé étaient venus, se sont présentés, viennent de l'étranger, et après on les a plus revus. Jacques Senghor. Oui. Son cas. Exactement. Ensuite, Petit Mbaye. Oui. Je suis obligé de citer pour la clarté de débat. Il y a des cas. Mais est-ce que je suis dans cette même posture? Moi, pendant longtemps, je pense que j'ai été quelqu'un qui a beaucoup produit une réflexion sur la politique, etc., qui a essayé d'apporter ma contribution en écrivant des livres, en essayant d'édifier, d'éclairer les Sénégalais sur pas mal de sujets politiques. À un moment, je n'ai pas le droit de m'engager politiquement, de prétendre à une certaine légitimité. Quelle est la légitimité? Il faut rappeler la légitimité. La légitimité médiatique n'existe pas. J'entends des gens parler de légitimité. C'est quoi la légitimité médiatique? Ils n'ont qu'à m'inviter, on va confronter nos vues pour disserter sur ce que c'est que la légitimité médiatique. Quand j'enseigne en première année la légitimité, je parle de légitimité charismatique, traditionnelle, légale, rationnelle, de proximité, de réflexivité, d'impartialité, mais pas de légitimité médiatique. Et la légitimité ne s'acquiert pas ce n'est pas un acquis, c'est une conquête. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une légitimité déjà acquise qu'il peut se présenter à l'élection présidentielle. Moi, je suis en quête de légitimité. Alors, considérer qu'un ancien ministre... C'est un processus évolutif. Je n'ai pas d'ores et déjà une légitimité politique qui me permet de revendiquer quoi que... Mais je suis à la quête. Je suis à la conquête d'une légitimité. À partir de cet instant, je pense qu'on se comprend bien. Mais il voudrait qu'on ait une certaine légitimité parce qu'on nous voit bien à la télévision, parce qu'on a un passé de ministre, qu'on a été nommé à des postes, qu'on a assez d'argent, donc d'origine douteuse. Et à partir de cet instant-là... Pour vous, ça signifie rien. Ça signifie rien. Aujourd'hui, la légitimité, c'est le peuple qui octroie la légitimité. C'est le peuple qui confère la légitimité. La légitimité est consacrée par l'élection et non pas par des journalistes qui vous donnent une légitimité ou par des parrainages qui vont dire... Non, l'élection est à distinguer du parrainage. L'élection est à distinguer du passé politique que quelqu'un aurait. L'élection est à distinguer du pouvoir, de l'argent qu'auraient certains. Mais si vous regardez bien sur le champ politique sénégalais, on privilégie qui? Des gens qui ont fait la politique, qui ont traversé l'histoire du Sénégal, qui sont encore là, parce qu'ils ont les moyens d'acheter des pages publicitaires. Au nom de quoi on va inviter quelqu'un qui se présente comme candidat pendant 1 heure à la télévision et quelqu'un d'autre universitaire qui se présenterait, on va lui dire non, blacklisté, parce que vous n'avez pas la légitimité. Vous avez une légitimité peut-être scientifique, voire médiatique, entre guillemets, on vous exclut totalement de la course. Vous n'appartenez pas, vous n'avez pas. C'est quoi la légitimité? C'est quoi ce semblant de légitimité? C'est quoi cette injustice, quelquefois, qui ne vient d'ailleurs même pas des hommes politiques, mais qui vient de certains groupes de presse, qui vient de certains journalistes, qui ont déjà fait leur liste, qui pensent que tel a plus le profit idéal pour candidater que quelqu'un d'autre. Moi, je revendique pas une légitimité politique. J'ai une légitimité citoyenne, une légitimité, je ne donne pas dire en tant que citoyen, la Constitution est claire pour candidater. Très bien. Je suis à la conquête d'une légitimité. Je peux l'acquérir à la faveur de l'élection. Maintenant, on va voir. Oui, vous parlez d'élection, la présidentielle de 2019. Alors, c'est dans 10 mois. Ça va être une élection ouverte ou bien fermée, vu la situation politique? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tel que les choses se dessinent, je vois 3 ou 4 pôles se dessiner. 3 ou 4 pôles. C'est la raison pour laquelle je vais lancer un appel après vous avoir présenté les pôles qui se dessinent. Aujourd'hui, je vois un pouvoir sortant qui envisage de rester au pouvoir.
Deuxième pôle qui se dessine, qu'on le veuille ou non, je vois un Idriss Seck avec son, voilà, qui essaie de fédérer autour peut-être de Khalifa Sall, autour d'Abdoulaye Wade, qui tant bien que mal arrive à s'imposer avec ses moyens sur la scène politique, et les gens commencent à parler de lui. Ça ne veut pas parler de lui, ça ne veut pas dire qu'il va gagner les élections ou qu'on va le laisser gagner les élections. Troisième pôle qui se dessine, c'est la multitude de candidatures indépendantes qui sont là, de mouvements, de petits, etc. Et donc moi je lance un appel à toute cette entité-là dispersée qui constitue le troisième pôle, en leur disant quoi? Venez retrouver ce FIPO alternative citoyenne pour, si vous voulez imposer, voire avoir des chances de voir l'alternative s'opérer au Sénégal, il faudra venir s'effacer derrière ce mouvement. Non pas s'effacer pour ne plus exister, mais s'effacer, effacer toute forme d'ego, voire d'absence d'humilité, pour se retrouver autour d'une même dynamique. Et je pense que si tout le monde, l'union fait la force, si tous ces mouvements se retrouvent autour d'une même dynamique et qu'on joue le jeu franchement, et qu'on essaie de trouver, après avoir écrit le programme, on trouve le candidat le mieux placé, en notre sein, on peut apporter, on peut créer la surprise. Je reste convaincu que c'est ce troisième pôle qui fera l'affaire, qui pourrait faire l'affaire. Oui, si je vous comprends bien, il y a émiettement de l'opposition qui risque d'en pâtir cette même opposition. Totalement. Par rapport à 2019. D'habitude, qu'est-ce qu'on voit? Moi, j'ai pas envie de revoir au deuxième tour, voire de voir au deuxième tour deux candidats qui ont déjà eu des postes, qui ont déjà eu à exercer, qui ont traversé l'histoire politique du Sénégal, revenir et les choses, voilà, ça va être l'éternel recommencement du même. J'ai pas envie de voir ça. J'ai envie de voir de nouvelles têtes. J'ai envie de voir une nouvelle classe politique. Mais quand je dis classe politique, c'est pas seulement une jeunesse politique. D'ailleurs, la notion de né après les indépendances, je rejette cela totalement. Ce n'est pas une qualité politique en soi que d'être né après les indépendances. Et c'est une façon de parler peut-être de la jeunesse qui n'est pas un handicap, hein, pareil, oui, on le disait tout à l'heure. Ce qui n'est pas un handicap, ce n'est pas une charge, qui est même une chance. La jeunesse est une chance. Maintenant, il faut être dans une logique intergénérationnelle. Il y a des anciens qui ont construit ce pays, qui ont construit l'administration de ce pays, à qui on peut faire confiance. Il y a des gens de qualité dans ce pays. Mais avoir l'univers politique, on a le sentiment qu'on est tous pareils et qu'on est tous mauvais. On n'est pas tous mauvais. Il y a des gens qui sont nés avant les indépendances, qui sont excellents, qui sont généreux, qui sont bien. Des jeunes qui sont nés après les indépendances, qui sont totalement en dehors de toute forme, voilà, de probité intellectuelle, professionnelle, etc. Et donc, moi, je lance un appel aujourd'hui à ce troisième pôle en disant à toutes ces initiatives, il faut qu'on revoie nos prétentions, moi y compris. Retrouvons-nous tous, si on met le Sénégal en point de mire, retrouvons-nous tous autour d'une seule et même dynamique. Oublions nos égos, oublions nos individualités, oublions nos prétentions, oublions nos rancœurs pour essayer de se réunir autour d'une force, d'un front qui va proposer. Parce qu'il y a une attente, les jeunes. Hier, j'ai entendu des jeunes de Grand F qui m'ont dit, les hommes politiques, on en a marre. Ils nous ont promis moins et merveilles. Ils viennent distribuer de l'argent, mais on n'est pas fous. Et on les attend au tournant. Venez faire un tour. On est conscient des choses qu'on peut faire et que vous pouvez faire. On a envie de voir une autre classe politique. C'est un bon discours. C'est un bon discours, mais la réalité peut être autre. Alors, est-ce qu'on peut gagner une élection au Sénégal sans pour autant s'adosser, sur une puissante machine électorale, sans pour autant avoir les moyens politiques? La machine électorale, la puissante machine électorale dont vous parlez, est en phase de constitution. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, à travers cette initiative mise en place, vous avez plus des partis politiques dedans. Vous avez des mouvements citoyens. Vous avez des intellectuels. Vous avez des gens qui se retrouvent dans cette puissante machine qui peut, n'oublions pas même aujourd'hui, si la puissante machine partisane était suffisante pour conquérir l'électorat, il n'y aurait pas eu Trump aux États-Unis. Il n'y aurait pas eu Macron en France. Il n'y aurait pas eu peut-être George Weah. Il n'y aurait pas. Aujourd'hui, le degré de politisation, voire d'engagement, voire d'affiliation partisane est totalement faible. Il n'y a pas plus d'1 million
de Sénégalais adhérents à un parti politique. Ça veut dire que l'essentiel des citoyens sont en dehors des partis politiques et restent chez eux en attendant le jour de l'élection pour poser l'acte. La masse silencieuse. La masse silencieuse, cette masse critique, il faut qu'on les sensibilise. Et je pense qu'ils sont conscients. On a goûté à plusieurs reprises, les partis politiques. Ça ne veut pas dire que les partis politiques sont mauvais. On a goûté à toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il faut qu'on réconcilie et qu'on concilie les partis politiques. Avec ceux qui sont dans les partis et qui ont les mains propres, les mouvements sociaux, la société civile, tous les gens qui aspirent à s'engager en politique mais qui ont peur. Il faut qu'on arrive à concilier, à réconcilier tout cela pour mettre en place un programme de transition, restaurer la République, rebâtir ce Sénégal et mettre un acteur, un président de la BI, entouré de qui? D'une équipe qui va pouvoir changer la donne. Très bien. Alors, il nous reste 10 petites minutes. On y va rapidement. On va boucler le chapitre politique définitivement. Alors, question d'un internaute, Moussa Assi. Lors de l'émission Remis Ménage avec Alassane Samba Diop, vous disiez que le Sénégal n'a pas un problème de mal-gouvernance, mais plutôt de mal-présidence. Vous avez théorisé cela. Il nous faut un bon président. Ce sont vos propos. Qu'est-ce qu'un bon président? C'est une question d'internaute, rapidement. Vous savez, avant de répondre directement à cette question-là, je vais juste rappeler quelque chose. Je me suis amusé à lire la Constitution du Sénégal à plusieurs reprises. Et par rapport à cette échéance, je me suis dit, je vais voir puisqu'on parle de pouvoir exorbitant du chef de l'État, je vais voir d'abord combien de fois on l'a cité dans la Constitution. J'ai remarqué que sur 22 pages, on mentionne le président de la République, lui, à 84 reprises. 84 reprises sur 22 pages. Ça veut dire 4 fois au moins, peut-être en moyenne, par page, on mentionne le président de la République. J'ai continué l'exercice pour voir les verbes, les habilitations. 36 verbes ratifiés. Il peut ratifier, il peut réviser, il peut faire, il nomme, il change, il organise, etc. 36 verbes. Et donc, je me suis dit, ce personnage est extrêmement important. Et que Charles de Gaulle, le général de Gaulle, a rendu d'énormes services à nos chefs d'État qui ont 36 habilitations, qui ont des pouvoirs extrêmement importants pour nommer, dégommer et se conduire comme des monarques. Et donc, je me suis dit, quelque part, ce personnage, on ne doit pas le choisir avec légèreté. On ne doit pas le choisir par défaut. On ne doit pas le choisir par hasard. On doit bien penser le profil de celui qui doit conduire à la fin destinée. Son profil? Son profil, c'est quelqu'un déjà d'intègre. C'est pour ça la déclaration de patrimoine, on aurait dû faire la déclaration de patrimoine avant d'aller aux élections et pas une fois qu'on est élu président. Une fois qu'on est élu président, le mal est fait. On découvre un président milliardaire et les gens sont étonnés. Est-ce qu'il ne faut pas prêter serment et faire sa déclaration de patrimoine avant même de candidater, au moment même de remplir les critères, les conditions pour candidater? Et donc, au regard de tout cela, je me suis dit, mais est-ce que le président qu'on a incarne parfaitement cette fonction dessinée? Est-ce qu'il incarne le portrait dessiné par la Constitution? Réponse. Je me dis qu'il est à milieu du portrait dessiné par la Constitution. Que j'en déduis que tout ce qui se fait, au lieu de mal nommer les choses, c'est rajouter un malheur, disait Camus. Et donc je me suis dit, quelque part, il faut nommer bien les choses. Au lieu de parler de mal-gouvernance, quand ça va mal, c'est ce personnage central qui pose problème par les actes qu'il pose. Et donc, j'appelle cela la mal-présidence. Et j'ai théorisé cela. Conceptuellement, j'ai apporté tous les éléments. J'en ai fait un petit livre que je vais distribuer, gratuitement sur Internet dans les mois à venir. Puisque les gens ont dit que oui, c'est un concept, il faut théoriser, il faut se comporter comme intellectuel. Je vais me comporter comme un intellectuel. Je l'ai théorisé. J'ai un ouvrage que j'ai intitulé « Il faut en finir avec la mal-présidence » et je théorise ce concept. Il y a des concepts qui sont inventés en politique, dans les sociétés. Tiers-Monde, c'est un journaliste qui l'a inventé. Oui. Il y a des concepts comme ça. Moi, j'invente le concept de mal-présidence et de première damisation du politique d'ailleurs. Très bien. Voilà. Merci Ibrahima Silla. Je rappelle que vous êtes candidat à la candidature pour la présidentielle de 2019 et vous faites partie de ceux qui sont nés 10 ans après les indépendances, puisque vous parlez de cela. Alors, on va parler un peu de la situation socio-économique du Sénégal rapidement. Pour l'opposition, rien ne va. Pour le pouvoir, le Sénégal est sur une bonne trajectoire. Comment va le Sénégal d'après vous? En une minute. Il suffit de voir tous ces jeunes qui ont envie de quitter ce pays. Il suffit de voir comment fonctionnent nos universités.
Il suffit de voir la pauvreté, la misère qui s'est installée dans ce pays pour se dire, mais dans quel pays, qu'est-ce qu'on nous raconte là quand on nous dit le Sénégal va bien? Je considère que le Sénégal va mal, va très mal. Quand on voit ce que ces jeunes dans les universités, comment l'organisation de l'université aujourd'hui, la formation des étudiants, quand on voit le désespoir des gens pour trouver un emploi, quand on voit le désespoir des femmes en zone rurale, dans certaines contrées, où elles sont obligées d'être embarquées dans des charrettes pour aller accoucher. C'est dans ce Sénégal qu'on nous parle. Moi, j'ai été à Ouest Foire. À contrario, le pouvoir vous dira qu'on a beaucoup fait au plan social. Ils auraient pu faire mieux et même par rapport au choix d'investissement dans certains secteurs. Moi, si j'avais 700 milliards, je ne mettrais pas les 700 milliards dans un TER qui va concerner une minorité de la population. J'allais prendre cet argent pour développer, j'allais prendre 400 milliards que j'aurais pu mettre dans le système d'alimentation en eau, distribution de l'électricité. 400 milliards, on règle le problème de l'eau au Sénégal. Aujourd'hui, vous allez à Gendar. Il y a quand même des programmes hydrauliques. Oui, en parlant de programmes hydrauliques, je pense qu'il y a tellement d'urgence. J'ai été à Gendar. J'ai parlé avec les gens de Gendar. Aujourd'hui, menacés, c'est une question de vie ou de mort. L'eau qui attaque les gens de Gendar. Au lieu de l'avancée de la mer. Avancer de la mer. Au lieu de draguer le fleuve. Ils vont me dire qu'il y a un programme. On attend de voir. Au lieu de draguer le fleuve, au lieu d'ouvrir des brèches pour aller vers Louga où c'est le désert total. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pratiquement rien fait et ces populations attendent des solutions. J'ai été à Ouest Foire. Il n'y a pas d'eau dans certains quartiers de Dakar. Conclusion, le Sénégal va comment? Le Sénégal va mal, va très mal. Casamance, on a suivi cette semaine ce qui s'est passé, recrudescence de la violence, rapidement, attaque à main armée, le processus de paix. Oui, certains y a-t-il lieu de s'inquiéter par rapport à l'évolution? Il y a toujours lieu de s'inquiéter quand il y a des questions d'insécurité qui se posent dans un pays. Parce qu'un État n'a d'autre préoccupation que sa sécurité. Pourquoi d'ailleurs organise-t-on des sociétés politiquement? Pour trouver de l'ordre, pour instaurer l'ordre, pour trouver une concorde, une harmonie, la justice, la sécurité, la liberté, l'équité dans ces sociétés. Quand une société est menacée par cette insécurité, il y a lieu de s'inquiéter. Maintenant, le problème en Casamance, il y a toute une nébuleuse autour des acteurs, autour du processus. Je pense qu'il y a des acteurs, tout ne peut pas être dit. Je ne suis pas dans le secret des princes pour voir qu'est-ce qui a été en cause. Certains avancent de manière d'ailleurs arbitraire, qu'il y aurait des relents terroristes, tout ça. Moi, je ne veux pas entrer. Il y a des choses qui relèvent du secret d'État. Il y a des choses qui relèvent de la raison d'État. Les sociétés fonctionnent par des émotions. L'État fonctionne avec raison, avec un raisonnement. Et dans le confinement d'un certain nombre de sujets qui ne sont pas qui ne doivent pas être, en tout cas, distribués comme ça dans la... On ne va pas vous lâcher sans pour autant vous interroger un peu sur l'enseignement supérieur. Il nous reste deux petits sujets. L'enseignement supérieur, il va mal? Il va bien? L'enseignement supérieur. Ou bien il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Je suis un acteur de l'enseignement. Oui, quand je vois les difficultés que rencontrent déjà les étudiants, parce que quand on parle de l'enseignement supérieur, il ne faut pas qu'on pense seulement aux enseignants. Non. Il faut penser aux étudiants. J'ai eu la chance d'aller visiter une fois avec une autorité qui venait visiter les chambres des étudiants à l'université Gaston Berger. Vous savez que les étudiants sur 9 mètres carrés se retrouvent à 8 par chambre. Les étudiants mangent. Et quand on voit ça, on se dit, mais voilà, il y a un véritable problème. Quand à l'université Cheikh Anta Diop, les étudiants quittent la banlieue à 5 heures du matin, traversent toute la ville, les difficultés, viennent pour suivre leur cours dans des amphithéâtres hyper blindés, passent la journée à manger des cacahuètes et du pain improbable et du café, tout ça. Ce n'est pas avec ces gens-là qu'on va construire un pays. Il y a un véritable problème. Moi, je ne parle même pas des enseignants. Je pense que je fais partie des privilégiés dans la société. Et qu'est-ce que vous suggérez rapidement? Il faut revoir tous ces systèmes. Au lieu de construire au lieu de mettre en place des institutions totalement inutiles. Est-ce qu'il faut pas prendre cet argent pour investir dans des résidences pour étudiants, dans la restauration dans les résidences d'étudiants? Est-ce qu'il faut pas revoir la bourse des étudiants? Est-ce qu'il faut pas payer à temps la bourse des étudiants? Qu'on fait venir de Casamance, qu'on fait venir de Kolda, de Kédougou, et qu'on les installe dans une certaine précarité. Voilà, il y a de l'argent, l'État a de l'argent. Au lieu d'acheter des voitures inutiles, au lieu de créer des postes inutiles, est-ce que cet argent n'aurait pas pu servir aux étudiants?
Voilà, une question légitime. On termine, Ibrahima Silla, avec les deux ouvrages qui vont paraître très bientôt. Vous êtes l'auteur de ces ouvrages, sans dévoiler tout leur contenu. Un mot sur leur quintessence. Oui, ça fait partie des choses que j'ai pu faire quand j'ai été un peu en France ces derniers mois pour réfléchir sur la problématique de la maturité. J'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la maturité qu'on salue à gauche, à tort et à travers? À toutes les élections, on salue la maturité. Et ça nous vaut même la visite d'un chef d'État américain parce qu'on a fait preuve de maturité. Et donc, je m'interroge. Qu'est-ce que c'est que la maturité du peuple? Question philosophique fondamentale. Et j'essaie de montrer que dans toute l'histoire de notre vie politique, on nous a objecté, on nous a dénié, on nous a refusé cette maturité qu'on salue aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier ouvrage. Le deuxième ouvrage qui sort donc vendredi prochain a trait aux chiffres contre la démocratie. C'est intitulé « Les chiffres contre la démocratie ». Les chiffres censés être le baromètre pour faire respecter une certaine démocratie, je constate et j'apporte les preuves que les chiffres sont contre la démocratie. Juste un exemple. Regardez le taux d'abstention à l'élection présidentielle, dernière élection présidentielle. Plus de 48% des Sénégalais n'ont pas voté. Et que le président est passé avec 1 900 000 voix en valeur absolue. Et les gens vont dire que c'est le mieux élu. D'ailleurs, en parlant de légitimité, un président aussi faiblement élu, est-ce qu'on ne peut pas douter de sa légitimité au regard du taux d'abstention? Ibrahima Silla, merci. Merci Antoine. C'était un plaisir de vous recevoir au grand jury. Je rappelle que vous êtes candidat à la candidature pour la présidentielle de 2019. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous enseignez les sciences politiques. Au micro, Antoine Diouf. À la technique, Vincent Mamadou Diop. Digital manager, Maguette Koulibaly. Tout de suite, le journal de midi avec Barthélémy Gom.